Dans une deuxième partie, nous allons essayer de comprendre comment la Turquie, à partir de 1964, la même année où Lyndon Johnson refuse à la Turquie l'invasion de Chypre, va aboutir finalement, va se transformer en une espèce de retournement d'alliance qui va progressivement détacher le pays des États-Unis malgré les accords de 1952 et l'intégration de l'OTAN. La Turquie, en 1964, commence, à partir de cette année, à se rapprocher progressivement de l'URSS, malgré le fait que, on l'a dit tout à l'heure, qu'en 1959, vous avez des missiles Jupiter qui ont été installés à distance de tir de l'URSS, et on va avoir des premiers contacts, des premiers échanges de ministres des Affaires étrangères, de ministres de la Défense, et également une rencontre au sommet entre le secrétaire général du Parti communiste du RSS, Nikita Khrouchtchev, et l'ensemble du gouvernement de la Turquie. Cette dynamique de retournement d'alliance va continuer en 1967, puisqu'en 1967, la Turquie interdit aux États-Unis d'utiliser ses bases aériennes pour finalement aider Israël dans sa guerre des 6 jours contre les pays arabes. Ça continue également quand la Turquie organise et se rend directement à la conférence des pays islamistes pour finalement opérer une espèce de rapprochement avec les pays arabes, sachant que la Turquie, comme sous l'époque de l'Empire ottoman, a toujours eu des rapports relativement conflictuels avec les pays arabes, pour notamment ne pas avoir soutenu les processus de décolonisation arabe, et parce qu'une grande partie des pays arabes étaient sous domination de l'Empire ottoman, du XIIIe jusqu'au traité de Sèvres en 1920. Le point culminant de ces tensions avec les États-Unis arrive en 1974, on en parlera dans la troisième partie, dans les causes qui vont faire que la Turquie va annexer Chypre, puisque finalement, une deuxième fois, le président Richard Nixon donne l'ordre à la Turquie de ne pas envahir Chypre. Par contre, Chypre, cette fois-ci, malgré le fait que 10 ans au préalable, elle ait refusé, ou elle s'est plutôt alignée sur la décision américaine, choisit cette fois-ci d'envahir Chypre. Et là, les États-Unis, à partir de 1974, vont finalement décréter l'embargo en termes de vente d'armes à la Turquie, qui va aboutir à l'expulsion d'une grande partie des diplomates et également des militaires américains présents en Turquie depuis 1950. Donc en fait, c'est une véritable tension diplomatique et militaire qui va culminer en 1978, où cette fois-ci la Turquie, après un premier rapprochement en 1964, va signer des accords de coopération à la fois militaire, à la fois scientifique et à la fois culturelle, et va donner la possibilité à la marine soviétique de pouvoir naviguer dans la mer Noire et à proximité de ses côtes en mer Méditerranée. Donc finalement, l'OTAN se retrouve à cause de son allié turc avec une influence maritime grandissante de l'URSS à proximité, à l'intérieur de la mer Noire et à proximité de la mer Méditerranée, et d'ailleurs à côté de l'allié historique israélien. Mais il va y avoir un événement qui va aboutir à un deuxième retournement d'alliance, c'est-à-dire que la Turquie va revenir vers les États-Unis, puisque en 1979, la révolution islamique fait chuter le Shah d'Iran et mène au pouvoir l'ayatollah Khomeini. À partir de 1980, la première guerre entre Iran et Irak, donc finalement la Turquie se dit que la menace islamiste, je vous rappelle que depuis 1923, la Turquie a accepté sa non-islamité et a accepté de ne pas être un empire à caractère islamique, mais à caractère nationaliste ou laïque. Donc finalement, un concurrent iranien direct peut menacer peut-être un jour sa souveraineté en tant que modèle de société. Et deuxièmement, finalement, cette guerre entre l'Iran et l'Irak peut peut-être, en cas de résultat favorable ou défavorable à l'Iran, peut-être déstabiliser ses frontières. Donc la Turquie voit l'occasion de revenir dans le giron américain, et en 1982, on a un nouvel accord de défense mutuelle et de défense collective entre les deux pays qui remettent quelque part la Turquie dans le giron occidental. Cette tendance se confirmera en 1991, puisque, on le verra d'ailleurs dans la troisième partie, à l'issue de l'invasion par Saddam Hussein, donc de l'Irak, du Koweït, la Turquie va permettre, alors qu'elle ne l'avait pas rendu possible en 1967, va permettre aux États-Unis d'utiliser ses bases aériennes pour mener des opérations dans le cadre de l'opération Tempère du désert. Donc en gros, c'est par l'intermédiaire de la Turquie que les États-Unis parviennent à repousser les armées irakiennes du Koweït. Et en 1995, accord historique entre Israël ou la Turquie. Cette fois-ci, la Turquie et l'État israélien signent un accord également de défense collective et de défense mutuelle, un accord de coopération militaire, notamment les avions de chasse turcs vont désormais être équipés et armés par l'armée israélienne, et Israël pourra bénéficier du survol de l'espace aérien turc pour mener des exercices communs. Donc finalement, on voit bien que cette tendance depuis 1923 est premièrement
dans le cas du kémalisme, l'alignement sur le modèle occidental nationaliste et laïque, et d'un point de vue géostratégique, malgré la parenthèse de 64 jusqu'à la fin des années 70, une Turquie finalement parfaitement intégrée au dispositif occidental.